Donc, pour la suite des cours, donc je précise que le prochain cours aura lieu, le prochain séminaire aura lieu le 13 mars. C'est bien ça, 13 mars. Parce que on arrête pendant février. Alors, j'ai dit, pour faciliter la compréhension, j'ai pensé que c'était utile de distribuer un petit tableau chronologique très général sur la situation politique dans en Asie centrale, à l'ouest des Pamirs, sachant que la chronologie sur la succession des dynasties en Chine, c'est beaucoup plus facile à trouver, ça se trouve partout, sur Internet, dans tous les livres, mais la chronologie de la situation politique en Asie centrale, elle est très discutée, il y a beaucoup d'opinions différentes. Bon, moi, je donne ici ma chronologie. Ça ne veut pas dire que cette chronologie, c'est celle que vous allez trouver forcément ailleurs. Il n'y a pas deux historiens qui sont d'accord, mais donc, voilà, moi je vois les choses comme ça. La grande période des couchants va jusqu'en 230. Là-dessus, c'est à peu près fixé. Il y a ensuite une période, semble-t-il, d'occupation, où les Sassanides gouvernent directement au moins la Bactriane, qui dure peut-être 50 ans. Certains pensent que c'est déjà la dynastie semi-indépendante des Kushano-Sassanides. Ensuite, on a les Kushano-Sassanides qui sont connus presque uniquement par leur monnaie. Ils frappent des monnaies sur le modèle des monnaies sassanides. Ils ont les mêmes noms que les rois sassanides, des couronnes assez similaires. On pense que c'est probablement une branche de la dynastie qui a été nommée à une sorte de vice-royauté, donnant un peu plus d'indépendance. Alors, ils sont au Torarestan, qui est le nouveau nom que reçoit à cette époque la Bactriane. Le Torarestan, ça vient du peuple des Toharoi, Tokariens, c'est-à-dire les couchants. Ils sont aussi, je ne l'ai pas indiqué là, mais ils sont aussi à Kaboul et ils sont aussi au Gandhara. En Sogdiane, plus au nord, c'est pas la même. Le contrôle sassanide ne s'exerce pas. C'est la confédération nomade des Kankyu, dont on a parlé la dernière fois et dont on va souvent parler parce que c'est avec eux, en fait, que les Chinois, pendant longtemps, ont eu directement affaire, avant d'avoir des rapports directs avec les principautés qui s'étaient détachées des Kankyu. Alors, Sogd et Chach, c'est-à-dire, dans les inscriptions sassanides, apparemment, certaines parties de la configuration Kankyu sont indiquées comme Sogd et Chach, c'est-à-dire Sogdiane, la Sogdiane, et Chach, la région le pays de Tashkent. Ensuite, on a des invasions qui viennent de la steppe. Alors d'abord, les Kionites. En fait, les Kionites, c'est une transcription iranienne du nom des Huns. C'est Rion, et puis T à la fin. Le T, c'est un pluriel iranien. On sait qu'ils posent des problèmes aux Sassanides à partir d'à peu près 355 sur leur frontière, et ils arrivent dans l'Inde du Nord à peu près vers 400. Bon. Après, on a des formations politiques que j'appelle hybrides, c'est-à-dire que les aristocraties dirigeantes, les rois, sont issus des invasions nomades. Ce sont des Huns, peut-on dire. Mais ils ont un appareil, ils s'appuient sur l'appareil d'État existant. Donc en réalité, ce sont des empires très largement à caractère sédentaire. On a d'abord les Huns Kidarites, ça ne dure pas très longtemps, et puis les Huns Hephthalites qui durent un siècle. Alors là, les rapports vraiment reprennent intensivement avec la Chine. Et puis ensuite, pendant un siècle aussi, l'empire des Turcs occidentaux, que les Chinois, disons,
soumettent politiquement vers 658, mais qui existent toujours comme dans la dépendance des Chinois, et en fait qui continuent parfois divisés jusqu'à la conquête arabe qui commence dans ces régions à peu près vers... eh bien en fait, oui, les débuts de la conquête arabe, c'est déjà vers 650. Voilà. Et ça va se prolonger pendant longtemps. Ils sont à Samarcande en 712, et puis encore, ça prend encore plus longtemps ailleurs. Voilà, donc je vous ai distribué ce tableau, et maintenant on peut donc reprendre le fil du cours sur l'analyse du Tongtian en tant que source historique. Merci Franz. Dans la première semaine, nous avons discuté le Jingxingji par Du Huang, qui participa à la bataille de Talas. Et puis, cette personne fut capturée par les Arabes. En fait, la citation du Jingxingji se présente sous la forme d'un commentaire en petits caractères. C'est une image d'une impression au bloc de bois conservée par la cour impériale japonaise. Parmi toutes les versions du Tongdian disponibles de nos jours, celle-ci est la plus ancienne. Il fut fabriqué vers la deuxième moitié du XIe siècle. Dans cette image, vous voyez clairement le titre Jingxingji par Du Huang et aussi le caractère bas, suggéré par Yoshida comme Poide, sanctuaire temple en sogdien. Vous pouvez demander pourquoi peut-on dire qu'un tel commentaire en petits caractères fut fourni par notre auteur Du You lui-même, au lieu de quelqu'un au IXe ou Xe siècle. Une réponse très simple est « Eh bien, croyez le sinologue ou pas ». Mais c'est une conclusion sûre, d'après plusieurs analyses minutieuses des savants contemporains. Ici, je ne montre qu'un exemple facile. Cet exemple implique qu'un tel commentaire est très probablement le travail de Du You. Et il montre son souci et son connaissance professionnelle lors de sa compilation de cet ouvrage. En bref, Du You était un directeur financier de l'Empire, très compétent et précis sur le calcul et sur le budget. Cet exemple est un long paragraphe, aussi en petits caractères, situé au début du premier chapitre du Tongdian sur les affaires militaires. Je le traduis en deux langues pour vous, avec mes remerciements à Franz, qui a raffiné ma traduction française. Alors, je cite, « Au début de la période Kaiyuan, la dépense annuelle pour la défense de frontières était d'environ 2 millions de guan. À la fin de Kaiyuan, elle s'élevait à 10 millions de guan. À la fin de Tianbao, elle avait augmenté de 4 ou 5 millions. Le caractère guan signifiait littéralement un collier ou un chapelet de sapèques. Dans la Chine médiévale, il désignait 1000 sapèques. Donc, le paragraphe continue. Selon le règlement du ministère des Affaires militaires, le crédit que l'on gagne dans une bataille est calculé de manière sélective, de sorte que sur 1000 soldats, 1 ou 2 seulement peuvent être promus officiers. À partir de la période Tianbao, les généraux aux frontières ont toujours demandé à la faveur de l'empereur, lui demandant de conférer des titres ou postes officiels à leurs partisans. Donc, chaque fois qu'un décret était publié, plus de 1000 hommes étaient promus en même temps. On peut imaginer les conséquences de cette situation. Presque personne dans une escouade n'était personne. Et puis, dans plus de 70 ou 80 comtés autour de la capitale et dans certaines régions du nord de la Chine, ici je mets la liste, chaque comté stockait une immense quantité de millets dans des greniers officiels, au plus environ 1 million de picules, au moins plus de 500 000 picules, pour payer le salaire de ces officiers de service. À la fin de la période Tianbao, tout était épuisé.
Les dépenses militaires ont épuisé notre empire à ce point. Un picule de temps, c'est-à-dire environ 60 litres de notre jour. Ici, il est très évident que la personne qui fit ce commentaire fut familier avec les chiffres. Il réfléchit et regretta profondément la situation dans la première moitié du 8e siècle, c'est-à-dire avant la Hanche Rébellion ou la révolte d'An Lushan. La révolte d'An Lushan. Oui, donc je suppose. Oui, alors la révolte d'An Lushan, bon, c'est un épisode très connu de l'histoire de la Chine des Tang. En 755, An Lushan, qui est un Sogdien, ou plutôt un métis, enfin sa mère est sogdienne et son père est turc, ou plutôt l'inverse, son père est sogdien, sa mère est turque. An, c'est le caractère chinois qui désigne, enfin c'est le terme chinois qui désigne à cette époque le royaume de Boukhara. Donc ses ancêtres venaient de Boukhara. C'est un commandant d'armée frontalière dans la région des Ordos, au nord de la Chine, et il acquiert une très grande puissance à la tête des armées impériales, et puis finalement, il se proclame empereur, il se révolte. Cette révolte dure plusieurs années. Elle met pratiquement la dynastie des Tang à genoux. On est très très près de la chute de la dynastie. Et puis finalement, il y a un ressaisissement. La révolte d'An Lushan finit par être anéantie. Lui-même est assassiné, remplacé par son fils, puis par un autre. Mais les Tang, pour mettre fin à la révolte d'An Lushan, ont dû faire appel au peuple turc des Ouïghours, qui commence à ce moment-là son ascension, et ce sont les Ouïghours qui reprennent la capitale. Et incidemment, c'est très important pour l'histoire des religions, parce que c'est à ce moment-là que les chefs, les Khagan ouïghours, ont rencontré des missionnaires manichéens et ont été convertis au manichéisme, qui va devenir, pour un siècle et demi, leur religion officielle. Voilà, donc c'est vraiment un tournant dans la dynastie des Tang, qui ne retrouvera jamais le même niveau de puissance. C'est le moment aussi où les Tibétains s'emparent d'une grande partie du Xinjiang. Les Tang, et il y est fait allusion en fait, on voit qu'ici c'est le début de la crise financière. Les Tang se ruinent, les armées des Tang doivent se ruiner pour acheter des chevaux à des marchands ouïghours qui les font payer très cher. Donc ils sont vraiment tombés sous la dépendance militaire de ce peuple. Par ailleurs, c'est aussi le moment où on observe la fin de la grande période d'influence sogdienne en Chine, parce que An Lushan s'était appuyé sur des réseaux militaires et probablement des réseaux commerciaux sogdiens. Alors ça ne veut pas dire que les Sogdiens disparaissent, mais à partir de là, ils se cachent, parce qu'il y a une répression ethnique qui s'abat sur eux. Dans la capitale, on prend tous les gens qui ont un grand nez, c'est une caractéristique supposée des Sogdiens, et on les tue. Alors les Sogdiens, évidemment, on sait que les Sogdiens continuent à exister, mais ils prennent des noms chinois, on les voit beaucoup moins apparaître dans les sources. Voilà ce qu'on peut dire sur la révolte d'An Lushan, donc, qui est un tournant qu'évidemment dont Du Huan a connu personnellement. Merci. Donc, dans la section des annales impériales du Jiu Tang Shu, the Old Book of the Tang, il y a un événement en 1682 où la voix de Du You est bien préservée. Nous voyons que Du You était de la même attitude et de la même préoccupation sur le montant de dépenses, qui fut gonflé après la révolte. Voici ma traduction de cet événement. Étant donné cette situation, c'est-à-dire la crise et les difficultés après la révolte, où surgissaient beaucoup d'affaires militaires et où la taxation impériale ne pouvait pas financer ces activités, Wei Dubing et Chen Jing
Des savants professionnels servant la cour de sacrifices impériaux proposent à l'empereur d'emprunter de l'argent aux riches marchands de la capitale. En principe, chaque marchand pouvait garder 10 000 guan, à savoir 10 millions sapèques pour lui-même. Tout le reste de ces biens pouvait être acquis par les autorités. Si cela était appliqué à pas plus de 10 ou 20 grands marchands, le problème de la dépense impériale pouvait être réglé. Du You, l'officier Pan Du Zhi, littéralement jugé budget dépenses, ou bien commissaire aux comptes de l'Empire, disait contre leur proposition. Maintenant, toutes les régions sont impliquées dans les affaires militaires, donc chaque mois, cela coûte au gouvernement central plus d'1 billion pour cette catégorie de dépenses. Même si nous pouvions obtenir ces 5 billions de cette manière, nous ne pourrions supporter une telle dépense que pendant plusieurs mois. Cependant, le jour de Jiazi, c'est-à-dire 28 mai 1682, les empereurs publia un décret ordonnant au chef administratif de la région de Jingzhou, de la ville de Chang'an et du comté de Wanyan de saisir les propriétaires des riches marchands autour de la capitale. Vous pouvez l'imaginer comme le Grand Paris ou l'Île-de-France. La sanction était sévère et élevée. Le maire de Chang'an, Xue Ping, porta le registre, prit un chariot et entra dans tous les quartiers et marchés pour chercher de l'argent. Quelques personnes ne pouvaient pas supporter le fouet à tel point qu'ils se suicidaient en se pendant. La capitale était grandement perturbée, comme si elle venait d'être pillée par des voleurs. Après ce pillage, le montant collecté par ces officiers n'était que de 800 millions. On ne sait pas si de nombreux marchands étrangers ou même saudiens furent beaucoup souffert de cet événement, mais en tout cas, il faut noter que cette année est en cours de préparation du Tongdian par Du You, qui prit ce travail personnel pour plus de 30 années. Ce paragraphe du Zhou Tangshu et le commentaire du Tongdian traduit ci-dessus parlent très bien l'un de l'autre. Vous voyez son intention et sa philosophie sous-jacente. Néanmoins, même si Du You était un officier très excellent, c'était presque impossible de finir un ouvrage si grand à partir de zéro. En fait, d'après la biographie de lui dans le Jiu Tangshu et dans le Xin Tangshu, on a un prototype, le Zhengdian, qui fut rédigé par Liu Zhi. Cette œuvre avait été perdue bien longtemps et nous en savons peu sur ces personnes, mais le père de Liu Zhi fut Liu Zhiji. Il est très célèbre dans l'histoire de Chine. On dit souvent qu'il est le pionnier de l'historiographie chinoise. Liu Zhiji servit la cour impériale très longtemps, étant responsable de la rédaction de l'histoire officielle et aussi du journal quotidien des empereurs. Or, il ne fut pas satisfait de la vue officielle. Alors, vers l'âge de 48 ans, il démissionna et écrivit des histoires dans son regard critique. On peut supposer que le Zhengdian de Liu Zhi pourrait être largement profité de données accumulées par son père. Il inclut le Gaozong Shilu, ça veut dire le journal intime de l'empereur Gaozong, et beaucoup plus d'ouvrages de ce genre. La biographie de Du You explique le processus de travail aussi. Alors je traduis. Initialement, à la fin de la période Kaiyuan, Liu Zhi rassembla des données écrites à partir des textes de classiques, des histoires et de nombreuses autres littératures. Donc, il écrit un livre divisé en plusieurs catégories qui est composé de 35 juan et nommé par lui Zhengdian, ou encyclopédie des affaires politiques. Il était très apprécié par les personnes compétentes de son temps.
Douyo se procura ce livre, il réfléchit à son objectif et il pensa que ses entrées ne suffisaient pas. Alors, il l'augmenta en y ajoutant les scripts et la musique de la période Kaiyuan, et le réécrivant en 200 juan et nommant son résultat Tongdian. L'agrandissement de 35 à 200 juan, à savoir des rouleaux, signifiait que Douyo y ajouta beaucoup de textes, non seulement sous forme de commentaires et petits caractères, mais aussi dans le corps de texte. En Chine, il n'y a pas de limite stricte sur la longueur d'un rouleau, mais dans cette photo de Popelio à Donghuang, vous pouvez obtenir une impression de cette unité de littérature chinoise. Bien sûr, on peut se demander encore si Douyo ou bien Liu Zhi pourrait être si intelligente sur toutes les choses, à partir de la finance jusqu'à la musique. En fait, je ne sais pas. Mais concernant les pays occidentaux, je voudrais remarquer que Douyo ne fut pas seulement un baron de Duhuan, l'auteur de Jingxingji, exactement dans le même clan. Il fut le fils de Du Xiwang, grand diplomate et général. En d'autres termes, Douyo n'était pas purement un érudit de fauteuil ou un armchair scholar en ce qui concerne les affaires étrangères. Sa famille s'est très instruite et sa famille connaissait ce métier. Donc au moins, on peut supposer que Douyo avait un bon sens de la défense des frontières. Ici, je traduis le début de sa biographie dans le Xintang Shu. Son père était Du Xiwang, un homme très fidèle. Tous les amis de Xiwang étaient les personnes les plus remarquables de son temps. Il était autrefois le magistrat du comté d'Anling, puis il perdit ce poste parce qu'il était impliqué dans des problèmes mineurs. Pendant la période Kaiyuan, lorsque la princesse Jiao He allait se marier chez les Turgish, il fut convoqué par l'empereur Xuanzong pour être l'officier responsable de cette alliance matrimoniale. Plus tard, il fut une fois convoqué par l'empereur du bureau de Daizhou pour être consulté des affaires frontalières. Et l'empereur pensa qu'il avait du talent. Sorry that now I start to speak in English for more sophisticated issues. So, here, Jiao He princess was a daughter of Ashina Huaidao, one of the latest Khagan of the West Turks. The title Jiao He means Jiao He city, namely the historical center of Turfan. So one may also translate approximately as Princess of Turfan. This title was conferred by the Tang Emperor, who arranged her marriage with as an alliance between the Western Turks and the Turkish Khagan Sulu. Du You's father was exactly the Tang Chinese officer who accompanied this bride on her way to the Turkish tribe. Although we don't know how far he might go, or did he stay in Suyab for a while or not. Oui. Maybe some remarks on Turkish Khagan Sulu. Yes, I had put it somewhere. Yeah, yes. Oui, alors, ça peut c'est quand même un épisode très significatif parce qu'on se retrouve donc dans une situation où l'empereur de Chine organise un mariage entre le principal, disons, à l'époque, à la fois, le principal représentant de la puissance turque à l'ouest, donc un barbare, et une princesse qui n'est pas elle-même une princesse chinoise, puisque c'est la fille du Khagan officiel des Turcs, soumis à la Chine. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle est traitée comme une princesse chinoise, puisqu'on lui donne un titre chinois, et l'empereur arrange une alliance matrimoniale en réalité entre deux clans turcs différents. C'est-à-dire qu'il se pose en arbitre suprême des affaires des Turcs.
situation que les empereurs de Chine ont revendiquée à partir du moment en 658 où l'empire turc occidental a été soumis. C'est même une situation qu'il revendiquait antérieurement, puisque le premier empereur des Tang, Li Shimin, le titre impérial, c'est Taizong, qui était lui-même lointainement d'origine turque, assumait parfois le titre de Khagan des Turcs. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, les empereurs de Chine revendiquent une double légitimité, empereur de l'Empire du Milieu, mais aussi empereur suprême des Turcs, même s'il y a toujours des Khagan des Turcs. Alors, la question de ces divisions au sein des Turcs, le cadre le khaganat des Turcs occidentaux, je ne parle pas des Turcs orientaux qui sont en Mongolie, les Turcs occidentaux ont toujours un khagan qui est issu de leur dynastie impériale, qui est la dynastie Ashena, et ce cadre est formellement maintenu par la Chine. Il y a toujours officiellement un khagan Ashena des Turcs occidentaux. Mais de manière réaliste, les Chinois reconnaissent le pouvoir de fait de compétiteurs du khagan Ashena. Alors, ces compétiteurs à ce moment-là, c'est la confédération des Turgesh, en transcription chinoise Tuyishi, qui commence à partir de la fin du 7e siècle à acquérir une certaine hégémonie chez les Khagans turcs occidentaux. Et en fait, leur grand homme, c'est Sulu, qui va poser des gros problèmes aux conquérants arabes de l'Asie centrale, qui est Khagan entre 717 et 738. Donc pour les Chinois lui reconnaissent le titre de Khagan, mais avec une limitation. Khagan des Turgesh. Il y a toujours un Khagan des Turcs, mais il ne compte plus beaucoup. Et donc, pour lui donner un surcroît de prestige, ils arrangent son mariage avec une princesse Ashina, traitée comme une princesse chinoise. Alors, suite de l'histoire, c'est que Sulu finit par être assassiné en 738, et à ce moment-là, la puissance montante chez les Turcs occidentaux va être la confédération des Karlouks. Alors, à partir de la fin des années 740, on les voit qui avancent vers l'ouest, et en fait, les Arabes les trouvent dans leur paysage en 751, au moment de la grande bataille du Talas, parce que les Karlouks sont supposés combattre du côté des Chinois, mais pendant la bataille, ils désertent et ils passent du côté arabe. Ce qui fait qu'au moment où les Arabes allaient être battus, le sort de la bataille est renversé par la désertion des Karlouks. Et ensuite, les Karlouks s'installent et à un moment qu'on ne situe pas précisément, mais en tout cas avant la fin du 8e siècle, ils prennent le titre de Khagan. Voilà donc cette histoire très compliquée, mais qui montre bien, qui permet de contextualiser la mission diplomatique dont a été chargé le père de Durwan, qui permet de également supposer que Durwan, par son père, avait des informations personnelles très directes sur la haute politique chez les voisins occidentaux. Yes, I'd like to add some more remarks. So, after this marriage alliance, Du You's father committed a high-rank military position defending the Tubo expansion from today's Tibet, or Tubo. His seat was once settled in the place of the Red Start,
a pivot location not far from the capital of Tang, the Green Star. So, Du You's father even once occupied the position of highest military command that control the bottleneck between the Tang China to its west, namely Hexi Jiedu Shi and Longyou Jiedu Liu Hou. Although it seems that he did not occupy this position for a long time, it is safe to assume that our author had a good knowledge on northwestern China, and therefore he had a deep reflection on the respective affairs. In other words, he enlarged and compiled more data into Liu Zhi's prototype on purpose. And if we accept that Li Jingxiu's analysis, Du You has very probably divided the section of geography into two sections, one concerning prefectures and counties, namely the inland geography, and the other one is the ones about more distant countries. And he called this section border defense. This map is from a book of my young colleague in Beijing. It expressed the view of modern Chinese historian there. I choose it to show you such a view, and at any rate, it is concise and easily understandable. So I mark the Tarim Basin in turquoise, and with the four garrisons Kucha, Khotan, Kashgar, and Karashar in today's Xinjiang, Chinese Turkestan. The Tang Dynasty, in the days of its apex, occupied Suyab too. So during a few decades, the four garrisons were Kucha, Khotan, Kashgar, and Suyab. Since 658, the headquarters of these garrisons was set in Kucha and called Anxi, literally to pacify the west. In this map, you can see that the frontier between Tang and the Turkish is not clear. For this, I recommend a more accurate map by Professor Moriyasu Takao in his younger days. So where are we? Yes, a map by Moriyasu in his younger days. Ah oui, je dis ça, je montre quelques détails. Vous voyez, les Karlouks sont dans la coulisse, là, ils sont encore à l'est. Mais à partir des années 740, ils vont migrer par là. Donc ici, on a les Turgesh, le Tibet, les Ouïghours qui sont aussi dans la coulisse. Mais tous ces peuples vont finir par devenir les maîtres de la situation. Mais au moment où nous nous situons, c'est sous la couverture fictive du Khaganat des Ashinas turcs occidentaux, la confédération des Turgesh qui domine avec Sulu. So, this map is based on the data given in the Tongdian concerning the situation in the late 740s and early 750s. So a bit late after the rise of Sulu, because we know this Turkish Khagan died in 738. In fact, Chavan translates the record about Sulu in the Jiu Tang Shu. So, Hans, you may. Oui, donc l'empereur conféra alors le titre de princesse de Qinghou à la fille de Cheo Huaitao, donc le Khagan officiel des Turcs, et la lui donna en mariage. La donna en mariage à Sulu. Bien. En ce temps, Tu Xian était protecteur de Nganxi, Anxi, qui correspond à c'est Turfan à ce moment-là. Kucha. La princesse envoya un officier commercial avec 1000 chevaux à Nganxi pour en faire des échanges et les mettre en vente. L'empereur exprima à Tu Xian les instructions de la princesse. Tu Xian s'irrita et dit « Comment conviendrait-il qu'une fille de la famille Ashena, donc une turque, donne ses instructions à moi qui suis gouverneur impérial ?» Il fit battre l'envoyé, le retint et ne le laissa pas partir. Ses chevaux durent traverser les neiges et moururent presque tous de froid. Donc vous voyez, conflit d'appréciation entre l'empereur qui considère qu'il est en droit de traiter cette princesse turque comme une princesse de la famille impériale chinoise et le fonctionnaire local qui ne comprend pas
que cette princesse barbare, à ses yeux, lui donne des ordres. C'est là, on voit très bien que là, dans la politique des Tang, la ligne entre Chine et barbarie est en train de se déplacer. Et donc, Sulo en fut fort irrité. Oui, c'est sa fiancée. Donc, il expédia des soldats dans diverses directions pour ravager les 4 garnisons. Il se trouva que Toussienne rentra. Oui, voilà. Donc, en fait, je ne sais plus pas ce qui va lui arriver. Il va lui arriver des malheurs, certainement. Oui. Donc, peut-être on montre la carte. Voilà. Alors, Souyab, très important site. Donc, comme Cao Zhong l'a expliqué, à certains moments, c'est la plus occidentale des 4 garnisons, et je crois c'est la garnison supérieure. C'est celle qui est la garnison en chef. Et c'est la plus occidentale, parce que là, on n'est plus au Xinjiang, on n'est pas dans le territoire actuel de la Chine, on est dans le territoire actuel du Kirghizistan. Bon, dans la région que les Russes appellent le Sémiretchié, ça veut dire les 7 rivières. Ce sont les affluents, ce sont les affluents du lac Balkach et d'autres rivières qui coulent vers l'ouest. Région très urbanisée, où il y a eu des colonies sogdiennes probablement depuis une époque ancienne, mais bon, l'appréciation archéologique est quand même en train de changer. Donc ce site de Souyab, que Chavannes, qui ne connaissait pas les données il n'y avait pas à l'époque de données archéologiques, identifié à la ville de Tokmak, est en fait très bien localisé maintenant sur un site qu'on appelle Akbeshim. Et il faut savoir que, en fait, tout ça, ça a été une seule ville itinérante. Il y a Souyab, donc, qui correspond au site d'Akbeshim. Ça veut dire Souyab, en fait, ça veut dire l'eau. Souy, l'eau en turc, ab, l'eau en sogdien. Voilà. C'est un site, donc le site où il y a beaucoup d'eau. Mais après, ça a bougé à quelques kilomètres. C'est devenu la ville de Balasagun au XIe siècle, la capitale des Karakanides, correspondant au site dit qu'on appelle maintenant Burana. C'est encore marqué par un grand minaret. Bon, j'ai visité plusieurs fois ces sites avec les archéologues. Donc on est là dans une zone qui a une grande importance politique parce que, disons, en gros, ça a toujours plus ou moins été le siège principal des dynasties turques occidentales. Et c'est de là qu'elles exerçaient leur contrôle sur les régions plus à l'ouest. Et de manière très significative, le grand pèlerin Xuanzang, vers 630, écrit la Sogdiane, en fait, commence à Souyab. Voilà. Et il dit aussi, à partir de Souyab, on parle de Souyab à Samarcande, on parle la même langue qui s'écrit avec un certain nombre de caractères, il s'écrit verticalement. Alors pendant longtemps, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Le premier qui a compris, c'est Chavannes, qui a compris qu'en fait, ça voulait dire le sogdien et l'écriture sogdienne. Voilà. Oui, en fait, le grand turcologue Clauzon a identifié Akbeshim et Souyab, mais c'est une identification qui était faite en même temps par les archéologues soviétiques. Donc voilà, Chavannes identifiait Souyab à Tokmak, mais en fait à l'époque, voilà, Tokmak c'est la grande ville qu'on connaissait, une ville qui avait survécu, mais en fait on sait que le site c'est Akbeshim, site qui a depuis été abandonné. Donc tout ça, Tokmak, Akbeshim, Souyab, Balasagun, Burana, il faut vous dire qu'en fait, c'est la même ville qui s'est déplacée et qui parfois a changé de nom. Bien. Voilà ce que donc écrivait Chavannes. Alors, là, le site d'Akbeshim, est-ce que tu peux remontrer la photo Oui. Il se caractérise par... alors voilà, il y a des châteaux, divers châteaux,
Puis à un moment, une enceinte urbaine ici, un grand monastère bouddhique qui se trouve ici, et on va en reparler parce que ce monastère a joué un rôle important dans l'histoire. Un deuxième monastère bouddhique, mais que pour le moment, j'arrive pas à situer sur cette carte, mais je vais rechercher. Ici, un quartier chrétien, avec une grande église tout à fait qui offre de grandes analogies avec des églises qu'on trouve par exemple en Irak. Donc, ça a été, quand on a trouvé tout ça, ça a été évidemment sensationnel. Vous devez décrire la location plus précisément parce que les pointes, ce n'est pas utile pour notre slide. Oui, exactement. Donc, les fouilles des années 50, donc ce que je décris pour l'enregistrement, je dis donc que dans la partie supérieure gauche de l'image, on a la première enceinte urbaine qui se caractérise très bien. À l'angle sud-ouest de cette enceinte, le point marqué en noir, c'est le grand monastère bouddhique. À l'angle sud-est de cette enceinte, marqué avec le chiffre 8, c'est le quartier chrétien. Et puis, il y a une extension avec une enceinte intérieure, qui semble plus tardive. Alors, il faut savoir que il y a un schéma archéologique qui dominait à l'époque soviétique, jusqu'à une époque très récente. C'est que tout l'urbanisme de cette zone est dû à des colons sogdiens. Et qu'on commence à partir du 5e siècle à avoir des châteaux de type sogdien. Bon, ces châteaux, j'en ai beaucoup parlé à mon cours il y a 3 ans. Et puis, ensuite, ça s'urbanise, on construit des remparts, etc. Alors, il faut savoir que les fouilles ont été maintenant reprises par une mission du musée de l'Ermitage, dirigée par Hassan Torgoyev, qui est un archéologue kirghize. Et les conclusions, c'est qu'il faut réviser la chronologie, qu'on ne trouve rien d'antérieur au 6e, peut-être au 7e siècle. En fait, on est sûr que la ville existe en 630 parce que Xuanzang l'a décrit. Mais qu'archéologiquement, on ne trouve rien de plus ancien. Et surtout, le grand changement dans les conceptions, c'est que non seulement le rempart est postérieur, mais même le rempart principal ouest sont en fait des constructions chinoises dues à plusieurs périodes d'occupation chinoise. Alors, ces conclusions, il faut peut-être quand même être un peu prudent et attendre un peu davantage des données supplémentaires avant de les adopter, parce que c'est un phénomène qu'on constate très fréquemment dans l'archéologie de ces villes en briques crues. C'est la tendance à sous-estimer les périodes anciennes. C'est-à-dire que on a par exemple, si on prend l'ensemble de la céramique qu'on ramasse sur les sites et qu'on confronte avec les coupes stratigraphiques, l'archéologie elle-même, on voit qu'en fait la céramique souvent indique que ça commence beaucoup plus tôt que ce qu'indiquent les coupes archéologiques. Et là, il se pourrait qu'en fait la céramique soit un témoignage plus sûr et que les coupes archéologiques sont perturbées dans leur datation parce que ces remparts, ces murs étaient périodiquement reconstruits, qu'on recreusait, qu'on récupérait la terre. Voilà, donc il faut faire attention. Mais disons actuellement, voilà, la tendance, c'est plutôt à la fois de rajeunir le site et, je dirais d'une certaine manière, de le siniser. Alors, Chaozhong va en reparler. On avait depuis longtemps trouvé une inscription chinoise sur le site. À l'époque soviétique, enfin, disons, voilà, jusqu'à la libéralisation des années 90, 80,
les soviétiques ne la publiaient pas. Et en fait, maintenant, ils la publient, évidemment, parce que vous imaginez bien que jusque dans les années 1980, tout ce qui pouvait indiquer que la Chine avait autrefois contrôlé des territoires faisant partie de l'URSS n'était pas politiquement acceptable du point de vue officiel. Oui, en fait, on a trouvé quelques pièces de colophon inscrites dessus le statuette. Oui. En pierre. Et on sait au moins qu'un donneur s'appelle Tu Huaibao. Donc, il est un général très, très important dans l'histoire de Chine. De quelle époque? Quelle date? Oui, je pense que c'est vers le late 7th century. Late 7th century. No, around middle of the 7th century. Oui, donc en fait, c'est la première période d'occupation chinoise à Souyab. Oui. Parce qu'après, il y en aura encore une autre, oui. Alors, la bibliographie, peut-être tu montres... Voilà. Donc, la bibliographie, le livre soviétique de référence, années 50, ce sont les fouilles de Kozlasov, excellentes pour l'époque. Hein. Bon, ça reste une base très importante des connaissances. C'est l'étude archéologique la plus complète du site. Alors, maintenant, donc, ensuite, il y a eu l'article de Clauson, le grand turcologue, qui a proposé, mais en réalité, je crois que c'était déjà proposé par Kozlasov, d'identifier Akbeshim et Souyab, et d'identifier le temple bouddhique avec une fondation de l'impératrice chinoise Wu, l'impératrice Wu du 7e siècle. Donc, pas une fondation de la princesse chinoise dont on parle maintenant et qui est d'une époque ultérieure. Alors, il y a ensuite un article de Zhang Wangda qui reprend tout cela, un article de Kuwayama en japonais qui reprend la question... En anglais, oui. Qui reprend la question de l'identification de ce temple bouddhique avec, voilà, comme fondation de l'impératrice Wu, puis, si je comprends bien, résidence de la princesse à l'époque dont nous parlons. Ensuite, un recueil, en bas de la liste, un recueil d'articles en russe paru en 2002 qui marque une étape parce que c'est le moment où les savants russes admettent complètement l'évidence épigraphique chinoise, mais qu'on n'a pas encore les données archéologiques qui permettent d'attribuer aux Chinois les remparts. Et donc cet article de Torgoyev, paru en russe, dont Étienne de la Vessière va venir parler ici lors du séminaire du 19 mars. Okay, so I want to add one more remark that in fact Zhang Guangda he tried to prove more corroboration on the identification of the first Buddhist temple with the Great Cloud Temple built by the Empress, as well as the Empress residence. Wu. Yes, Empress Wu. As well as the residence of the Zhaohe princess. But on the other hand, Kuwayama, he is more prudent and with many cautious remarks. So I would recommend you to first read this paper in English, and you can find more useful reference in this paper. Quelle année l'article de Kuwayama? Tu l'as pas indiqué là. C'est la deuxième édition de son livre sur Huichao. C'est en 2098. Ah d'accord. So in the same work of this book. So Huichao's Wang Wu Tianzhu Guo Zhuan, record of travels in 5 Indic regions, translation and commentary, unfortunately in Japanese, but with several papers in English as appendix. So that one is one of the English paper in the appendix of this book. Huichao, c'est le... oui, c'est le...
c'est le moine coréen qui est un des derniers grands voyageurs. L'intérêt de Hui Chao, c'est qu'il voyage en Asie centrale à un moment où la majorité de l'Asie centrale est déjà tombée aux mains des Arabes. Alors, c'est important, et de ce point de vue-là, son témoignage doit être utilisé en parallèle avec celui de Du Huan, qui est aussi un voyageur, plutôt un prisonnier chinois, à la suite, après la conquête arabe. D'accord. So, a detailed problem is that in the history of China, there were two Zhaohe princes, almost in the same period, and they even had relationship with each other. Here is their genealogical diagram. One had surname Li. She was married to Ashina Xin, son of Ashina Huaidao. The imperial decree of this lady for the purpose of her promotion to the Zhaohe princess is entirely preserved in the Tang Huiyao, so her identity is beyond any doubt. On the other hand, we know clearly that a daughter of Ashina Huaidao was conferred with the title of princess of the Tang Empire just before the marriage alliance. But in some sources, her title is given as Zhaohe, Turfan, in others as Jinghe, Golden River. And Golden River is a term that had been linked with the newly rising Turkish. Concerning this problem, Chavan trusts le Tang Shu. So au lieu de Jinghe, il faut lire Jiaohe comme dans le Tang Shu. And here he means Xin Tang Shu, the new book of the Tang. In a contrast, a famous historian Chen Zhongmian, who wrote a book as a critique of Chavan's book, assumed that the title of Golden River, Jinghe, is the correct one. Moreover, the year when Sulu was conferred with the title of Kagan by the Tang Emperor is also given variously in Chinese sources. So I read, Sulu était le chef d'une horde particulière des Tujishi, puis il envoya un ambassadeur à la cour. La troisième année Kaiyuan, on conféra par décret à Sulu le titre de grand général, blablabla, et puis par préfet Zhongshun Kagan, le Kagan fidèle et obéissant. So in this translation by Chavan, he adopted the Zhou Tang Shu, the old book of Tang, and gave the year as 715. And here the ones in other sources. Chen Zhongmian again criticized Chavan that neither the old nor the new book of the Tang could be correct. The record of the imperial decrees collected in the Cefu Yuangui seems more likely to be true. For me, this is not simply a question of Chinese sources. It is to be examined by archaeological data and the sources in other languages. So we wait for the intervention of Etienne de la Vessière on the respective issues. Today, I just remarked that a stone epitaph recently found around Tang's capital Chang'an has reactivated this topic, because on this epitaph, dedicated to a very young man called Guangxu, stated that he was a Turkish prince, being page in Chang'an since his childhood or babyhood. He is son of Turkish Fengde Kagan, grandson of Zhaohe princess. So, at first glance, this speaks for Chavan's opinion. My idea is that the original title of his grandmother was most likely Jinghe, Golden River, because this was the place she was going to reside with her husband. Then her title could be changed during her widowhood, because she had to leave Suyab after the death of Sulu. Related issues concerning the year of marriage, etc., will be treated in details during our reading of Text 6 on Shiguo or Chach, Tashkent, since in this entry, Du Huan's description about Suya is cited with a very long paragraph. Oui, alors une incise, c'est que ce serait assez logique que le titre voulant dire la rivière d'or
soit associé à Souyab, parce que ce serait en fait une traduction. C'est-à-dire que comme Souyab, je l'ai dit, veut dire le site avec des riches en eau, dans les deux langues, en fait, c'est un mixte turc-sogdien, on insiste sur la richesse en eau, donc la rivière d'or, ça peut se comprendre de deux façons. Ça peut être la rivière où on trouve de l'or, donc où on pratique l'orpaillage. J'ai pas trouvé, ça c'est le cas pour certaines rivières, pour la Moudaria, le Zerafchand qui passe à Samarcande, mais j'ai pas trouvé cette information pour la rivière du Tchou qui passe à Souyab. Donc je prendrais plutôt la rivière d'or dans le sens la rivière fécondante, la rivière qui nourrit l'agriculture. Or, effectivement, la plaine de Souyab est une région très riche en eau, une région agricole très prospère. Okay, so as the final part of our long introduction, this is other candidates of the year concerning which year Sulu was confirmed with the title of Kagan from the Tang emperors. So, as the final part of our long introduction, let's see the general structure of the border defense section. It starts from the chapters on Eastern barbarians, then on the southern, the western, and the northern ones. In the subsection of Western barbarians, it begins with 2 chapters about ethnic peoples around today's Qinghai and Tibet in China. The Tarim Basin as the so-called Western regions, together with more distant ones, are arranged in the other 3. And the 6 entries selected for our seminar readings are all in Final 1, Chapter 193. I count the entries in these 3 chapters by 60, in accord with Li Jingxiu and Yu Taishan. The modern names of some most important ones are put in brackets for you. At first glance, their order seems chaotic. For instance, if one highlights the oasis states, without any doubt situated in today's China, in yellow, one easily finds that their order is neither according to the 4 cardinal directions, nor according to itineraries. But in fact, there is an internal logic, although not a very strict one. In brief, they are roughly arranged by the order of the time when Chinese first established the respective contact or got some information about them. So, the first is surely Loulan, the one outside the Jade Gate. And the last one is the latest one, Dashi, the Arab. The ones begin with a hyphen means that they are recognized as a state or region nearby the previous ones, so they appear as a kind of appendix, such as Kabudan, Caoguo, Ishtigan, Heguo, and Kesh, Shiguo for our reading. That's to say, text 2, 3, and 4. When Du You or Liu Zhi fail to identify earlier proper names with later ones, they are divided as distinct entries, such as number 54, our Shiguo or Chach. It seems Du You failed to identify it with Zhe She in the Northern Wei period. However, he put this letter name of state in number 23 on Kangju and Samarkand. So, Hong, you have some remarks. Oui. Quand on regarde cette liste, on constate que certaines données sont complètement anachroniques à l'époque de la rédaction du texte. Alors voilà, donc c'est un curieux mélange parce que le Tongtian donne côte à côte des données très actualisées, nourries par une connaissance véritable que l'auteur avait de ces régions, et des données que j'appellerais routinières, c'est-à-dire recopiées d'anciennes chroniques. Donc il y a toute une stratification en fait
dans ces notices. Et comme donc l'a dit Cao Zhong, on commence avec jusqu'à de 1 à 22, ce sont en fait, c'est repris dans le Hanshu, et dans le nouveau Hanshu aussi, plutôt Hanshu, c'est repris du Hanshu. Ensuite, c'est repris à partir de, oui, certaines données sont reprises dans la période des dynasties du Nord. Voilà, en 38 à 43, typiquement, ce sont c'est les Cao Wei, c'est-à-dire 4e siècle, 3e siècle, 3e siècle, le moment où les communications sont réduites, mais existent encore, plus ou moins. Et puis, en turquoise, eh bien, ce sont évidemment des régions qui ont été ajoutées à l'époque des Wei du Nord, c'est-à-dire que là, on a vraiment la reprise des ambassades régulières, et la dernière strate, 57-59, les ambassades sous les Sui, et 60, les Arabes qui arrivent tout à fait à la fin de la liste des données communiquées pendant la période Tang. Alors, ça entraîne un phénomène à la fois de vieillissement et de duplication. Alors, vieillissement, quelques exemples typiques. Tiao She 18. Tiao She 18. Alors, Tiao She 18, c'est un site sur le golfe Persique, aujourd'hui en Iran, près de Bouchir. Ça n'a plus aucune espèce de signification à l'époque Tang. C'est tout simplement une vieille notice recopiée dans le Hanshu. Pourquoi est-ce que le Hanshu s'est intéressé à cette ville sur le golfe Persique? À cause d'un événement très significatif. Les Han avaient essayé, alors je ne sais plus si c'est les Western Han, les Han antérieurs ou postérieurs, postérieurs je crois. Antérieurs. Les Han qui avaient noué des contacts étroits avec l'Asie centrale et aussi avaient commencé à nouer des contacts avec l'Empire parthe, qui s'appelait Hansi, mot qui vient de Arsacide, la dynastie, ont su qu'au-delà, il existait une grande puissance qui était l'Empire romain, Tatsin. Et ils ont voulu envoyer une ambassade jusque dans l'Empire romain. Et ces ambassadeurs sont arrivés au port, à ce port donc de Tiaoke. Et là, ça c'est ce qui est indiqué dans le Hanshu, les Parthes qui gouvernaient donc à l'époque l'Iran et qui les accompagnaient leur ont dit « Oh là là, n'essayez pas d'aller plus loin, la mer est très dangereuse, le pays où vous voulez aller est très loin, etc. » En réalité, probablement, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce conseil de prudence? C'était le souci des Parthes d'éviter un contact direct entre la Chine et l'Empire romain qui aurait mis en cause le rôle d'intermédiaire qu'il jouait dans le commerce de la soie. On va avoir exactement les mêmes préoccupations commerciales et géopolitiques au milieu du VIe siècle, quand les Chinois vont tenter de se mettre en rapport directement avec Byzance, sans passer par l'Empire sassanide. Alors, donc, c'est à cause de ça que ce site de Tiaoche, très loin de l'horizon des Chinois, se retrouvait dans le Hanshu. Alors, incidemment, il y a, jusqu'à une époque très récente, et je pense que certains auteurs le font encore, on a cherché dans ce nom, qui se prononce en prononciation restituée Tiaoke. Tiao. Je ne suis pas très sûre sur le chinois ancien. Je vais ouais, vérifier. Voilà. Bon, on a cherché le nom Antioche.
Et sur le golfe Persique, il y avait une Antioche, qui s'appelait Antioche, qu'on appelle Antioche de Perside. On a donc pensé que c'était ça. Et en plus, le site se retrouve effectivement dans une source grecque, Arien, sous le nom de Taoké. Sauf que depuis, on a découvert, en déchiffrant les tablettes élamites de Persépolis, que le nom est beaucoup plus ancien que ça. Ça n'a rien à voir avec Antioche. Il y avait une Antioche dans la région, mais c'est pas ça. C'est Tamoukhan, qui est un vieux nom élamite. Donc voilà, typique d'une information complètement anachronique et sans utilité contemporaine du tout, intégrée dans le Tongtien. Alors, autre exemple qu'on peut citer, alors Wuyi Shanle, très intéressant parce qu'on a une restitution phonétique vraiment assez sûre, c'est Alexandrie. Mais ce n'est pas Alexandrie d'Égypte. C'est l'Alexandrie qu'on appelle Alexandrie d'Arakosi, qui correspond aujourd'hui à Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. Alors, il se trouve que ce site a continué à s'appeler Alexandrie, probablement jusqu'au moment où il a été conquis par les Sassanides, au IIIe siècle. Et à ce moment-là, mais le nom d'Alexandrie disparaît à ce moment-là, dans les sources sassanides, notamment des sceaux administratifs. Le nom, c'est Rouhadj, qui va rester le nom arabe, qui vient en fait du vieux nom achéménide de la province, Arakosi. Alexandrie, on n'en parle plus à ce moment-là. Mais c'est toujours dans le Tongtien, parce que l'auteur a recopié la notice du Hanshu. Alors, encore un autre exemple. Oui, la Bactriane est traitée deux fois. Tasia, qui est le nom qu'elle porte dans le Shiji, le récit d'ambassade de Changqian, et le Hanshu. On ne sait pas d'ailleurs étymologiquement ce que recouvre Tasia. Tasia, je prononce correctement, oui. Mais Tasia. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est la Bactriane. Et puis, il se trouve que la Bactriane, le nom de Bactriane s'est effacé à partir de l'époque Kushan et ne s'est plus appliqué qu'à la capitale, qui s'appelle toujours Balkh, l'ancienne Bactre. Et elle s'est été remplacée par un nouveau nom, Tocharestan, qui est tout simplement le nom du peuple des Yuezhi, d'où viennent les Kushans. Alors, bon, c'est un problème, c'est que comment est-ce que les gens qui s'appellent les Yuezhi dans les sources chinoises peuvent s'appeler les Tocharoy dans les sources grecques? Je crois que Beckwith a essayé de montrer que Yuezhi et Tocharoy, c'est le même mot, mais il n'a pas convaincu grand monde. Mais en tout cas, le nom a changé. Et l'auteur du Tongtien, Du Yong, ne sait pas que c'est la même région. Et donc, il recopie une notice sur le Tassien et il incorpore des informations contemporaines, d'ailleurs très bonnes, sur le Tocharestan. Il ne sait pas que c'est le même pays. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore... Voilà, alors, bon, là, il y a par ailleurs des notices bien à jour sur les Hephthalites. Alors, je ne sais pas où ils sont. Le pays de Roi. Quel numéro 28. 28. Roi veut dire pays, mais qu'est-ce que Roi a à voir avec Hephthalites? Roi, c'est un debate. Ah, voilà. Parce qu'on a d'autres noms pour les Hephthalites dans les sources chinoises. The next one is Hephthalite. So, voilà. Wow, c'est clair, c'est le pays. Donc, là, la notice est bonne. Je vois d'ailleurs que tu n'as pas indiqué de date pour l'origine de la notice, mais de toute façon, ça ne peut être qu'à partir du 5e siècle, parce qu'avant, les Hephthalites n'existent pas. Bon. I gave it according to a typical passage at the first
as the first sentence of every entry, he will specify that this date is communicated in which period. Mais pour les ephthalites, il ne le dit pas. Not clearly. D'accord. So all the white ones are not clearly with a given date. D'accord. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur ce patchwork. Ça n'enlève absolument rien à la validité de l'information que donne le Tongtian sur des pays connus par des sources plus récentes, et aussi sur le fait que le Tongtian a incorporé des informations qui ont disparu des rédactions officielles des grandes chroniques. Voilà, je pense que c'est ce qu'on pouvait dire. For those who can read Chinese papers, I recommend Landis 1, written by Li Jingxiu in 2005. She took the entry of Tu Huoluo, Turkmenistan, as a case study concerning its bibliographical problems. By doing this, she reconstructed a few passages of lost geographical records made in the Sui dynasty. There are many interesting things in this paper. Here I only indicate two basic points from it. First, 标新立异, that's to say that the Tongdian is not a compendium of all the information of all the old or new foreign countries known to ancient Chinese. It put more weight on the strange countries and strange news, such as number 35, the dwarf. Although its exact location was obscure. 35. 35, 小人, little man. That means dwarf. Ça veut dire Little man, the dwarf. Ah, le pays des nains. Ah. I don't know. Xiaoren, les petits hommes, les pygmées. Yes. Les pygmées, ah oui. So, and the second point is that 蛇源取经, namely Du You and or Liu Zhi, were inclined to select recent data rather than ancient ones. So concerning the entry on Tu Huoluo 56, although they were aware that this name can be exactly equated with Tu Huoluo in the Northern Wei period, it is still given as a country communicated in the Sui period. So this kind of dating by them actually means that the main source underlying the very entry are the records in the Sui period. By doing this, they suspend the question of the early history of Turkmenistan and totally omit the data of the Northern Wei period concerning this region. Such an attitude of suspending or omitting earlier data is obviously not very historian. One may say that, well, at least our author seemed to be very realistic to select those more recent and therefore more trustable information. And he was even very smart by juxtaposing Hua with the Yeda, because Hua is the name of Ephthalite when they present themselves to the court of Southern Dynasty, the Liang Dynasty. Oui. Yeah, we have a scroll of the portrait of envoys. Oui, oui. Yes. So, but when we put a sharper focus on a single entry, we will encounter more problems. So let's take a glimpse on the entry on Khotan Kingdom in Tongdian. Almost all the phrases can be diagnosed as citations from earlier annals. So please consult the list of abbreviation in the Huna sourcebook for more information. In brief, the colors closer to the red in the spectrums means the older ones. Our text 5, entry Sui or Sogdiana, is also a patchwork, but by a different choice of sources. Here my translation is far from perfect, but at least it has some improvement compared with Wakeman's. So I read it very quickly. Khotan initially communicated in the Han times. Capital situated over 200 li north of the Congling, Pamirs, and 9,700 li from the Chang'an, capital of Han. Household 32,000.
The headquarters of the Protector General, 3,900 li to its northeast. It borders with Ruoqiang in the south, with Gumo in the north. And Qiuci, Kucha, is 1,040 li to the north. Shanshan is 1,500 li to the east. And then again, a citation of Hanshu. The state of Pishan is 400 li to the west. And then a citation from Sui Shu. The distance to the state of Zhujubo is 1,000 li. The distance to the state of Shule is 1,500 li in the northwest that no one can identify his sources. And west of this state, all the rivers flow west into the Western Sea. East of this state, all the rivers flow east into the Salty Lake. And in this state, there is the Anavatapta Mountains, again a source of an unknown origin. According to this Hanshu, it is the origin of the Yellow River. And the custom and products of Khotan are in general the same as those of Kucha. Est-ce que je peux commenter quelques points? Yes. Alors, household, je crois que ça permet des calculs assez précis parce que j'ai vu quelque part que la maison, enfin les Chinois, la moyenne, c'est que une maison, un household chinois, ça veut dire 4 personnes. C'est en général c'est comme ça qu'on calcule. Alors, le quartier général du protecteur général est 3900 li au nord-est. À l'époque, c'est Karachar. Somewhere between Kucha and Karachar. Yeah, c'est ça. Donc, voilà. Bon, donc, ça, la frontière. Donc, Rokian in the south, je ne vois pas ce que c'est. C'est identifié à quoi? Kind of Chang people, perhaps nomads, perhaps not. Yeah. But in the south, Gumo, c'est intéressant. Je crois que Gumo, c'est ce qu'on appelle en géographie gréco-romaine les comèdes. C'est-à-dire que c'est dans la partie, c'est près du Pamir, c'est les montagnes qui sont au nord du... no, it's another. C'est un autre, d'accord. Gumo is Aksu, just in the Ah, west Gumo of est Kucha. Aksu, d'accord. Shanshan. Alors, Shanshan, c'est l'Ulan. Hein. C'est le royaume de Shanshan. C'est connu donc c'est un autre nom pour le royaume qui est connu en chinois comme Lulan. Et Lulan, ça paraît difficile à croire, mais c'est ainsi, est la transcription chinoise du nom indigène local de ce royaume qui est Croraina. Voilà. Donc là, on voit où on est. Choulé, je ne vois pas ce que c'est. Kashgar. Ah, Choulé et Kashgar, d'accord. Alors, la mention sur les eaux, donc à l'ouest, toutes les eaux vont vers la mer occidentale. Alors la mer occidentale, c'est un terme un peu vague qui peut correspondre à la fois à la mer d'Aral et à la Caspienne. Et effectivement, c'est le reflet de ce que les Chinois savaient, que en fait, les grandes rivières qui partent du Pamir, c'est-à-dire en fait le Sirdaria, le Zirafshan, la Moudaria, coulaient vers les mers occidentales. C'est une information authentique qu'ils avaient recueillie. Et qu'à l'est, toutes les rivières, à l'est de Kucha, à l'est de Khotan, toutes les rivières coulent vers l'est dans le lac Salé, qui est le lobe nord, je suppose. Yes, but this is Duyo's own comments. Yes. Ah, c'est le commentaire de Douyo. Alors, ce qui est... Alors non, là, c'est le lac Barkol. Mais en fait, moi, je pensais qu'il s'agissait du lobe nord. Right. Mais le Barkol, c'est pas la même chose. No. Bon. Alors, c'est intéressant, cette remarque sur les rivières qui coulent à l'ouest, les rivières qui coulent à l'est. Parce que les Sogdiens avaient une perception identique, avaient des repères identiques, mais plus au nord. En effet, il y a un site, une ville, c'est vers Taraz à peu près, donc encore au Semiretché, là où se trouve Souyab, mais plus à l'ouest que Souyab.
qui se cite en toponymie sogdienne, c'est reproduit après par les géographes arabes et persans, veut dire l'endroit où les rivières coulent à l'envers. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à ce point, les marchands sogdiens savaient que les rivières coulaient vers l'ouest et le nord-ouest. Effectivement, les rivières d'Asie centrale, donc le Zerafshan, le Sirdaria, et plus au nord, bon, en fait, ça compte aussi le Tchou. Ce point où les rivières changent de direction se trouve en fait à l'est de Souyab. Voilà, parce que le Tchou, le Talas, ces rivières qui se jettent dans le lac Balkhash ou plus au nord-ouest, coulent vers l'ouest. Et à partir d'un certain point, qui en fait, je pense, est du côté de l'actuel Urumqi, ils savent que les rivières vont vers l'est. Et donc, il y a cet endroit qu'ils appellent l'endroit où les rivières coulent à l'envers, commencent à couler à l'envers. Et on peut voir ici que les Chinois avaient exactement la même façon de se repérer dans l'espace, mais plus au sud, quand ils parlaient du Tarim. Anavatapta, c'est quoi? C'est le Karakoram, c'est... Usually believed to be the Kunlun. Kunlun, d'accord, d'accord. That means a very calm mountain, a very cold mountain. D'accord. In Sanskrit. L'origine de la rivière jaune, ça c'est complètement un fantaisiste. Yes, actually the white passage are all can be said the digest or synthesis of Liu Zhi or Du You. D'accord, d'accord. So this is only to show that such a long and rich description is actually very anachronic unless the boundary of this kingdom and the location of its capital and its local population were more or less the same in the long-term history. If not, such a patchwork is of poor value in the sense of historical records, and even very misleading. So one has to be prudent to use Tongdian as a source of information. It is always necessary to do textual analysis before picking up those precious data preserved by it. For this purpose, we shall read our text 5 on 12th March. Right? And in that time, we will also discuss with some terms in Old Chinese, including Tiaozhi and this Suyi, etc., with such a table based on Lohan Saga's teaching material. Right. So. Donc là, oui, c'est fondé sur le système. Donc c'est le système à gauche de la vue. C'est la succession des dynasties, les dates absolues et la périodisation linguistique à droite selon le système de Sagart, qui n'est pas le système de Pelé-Blanc. Le système de Sagart est plus raffiné, distinct, parce que Pelé-Blanc, là où Sagart écrit pré-médiéval, haut médiéval, bas médiéval, Pelé-Blanc n'a que deux catégories, Early Middle Chinese, Late Middle Chinese. Voilà, bon, on a terminé pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Alors, s'il n'y en a pas, vous pouvez aussi, bien sûr, si vous pensez à des choses à dire, vous pouvez nous envoyer des mails et on s'efforcera de répondre dans la séance la prochaine séance qui sera donc le 13 mars. 12 mars. Et donc l'intervention d'Étienne sera le 19. Voilà. Oui, le 19. Merci. Merci à vous.